Bienvenue pour le deuxième talk de ce vendredi après-midi. Ce talk, c'est une immersion technique dans un monde où le web rencontre les contraintes fortes du jeu vidéo. Les deux speakers ont passé une année à bosser sur un jeu AAA et ils vont vous livrer maintenant leur retour d'expérience. Merci d'accueillir chaleureusement Cédric et Clément. Et si on optimisait des UI dans un moteur de jeu AAA? Salut, je m'appelle Cédric. Bonjour Clément. Bonjour. Et nous sommes une petite escouade technique à notre compte et on accompagne nos clients à proposer des logiciels rapides et fiables. Petit disclaimer, je suis désolé pour vous, on ne vous présentera pas de détails techniques sur la tech de nos clients. La recette secrète de leur sauce magique Bogos restera secrète, NDA oblige. On n'aura pas non plus de formule magique pour que ça tourne plus vite chez vous. On va vous expliquer pourquoi. Et enfin, on ne sera pas exhaustif, parce qu'on a dû faire des choix. Par contre, on va pouvoir vous faire une petite immersion dans le monde de l'Optime de Perf Web, et notamment Legacy, avec du contexte, des patterns et des détails techniques. Pour commencer, j'aimerais aborder avec vous un poil de contexte. Pourquoi on met un moteur web embarqué dans un engine de jeux vidéo? En fait, c'est hyper pratique quand on veut faire des menus, parce qu'on a des tonnes de texte. Si vous faites du web, vous le savez, c'est hyper cool parce que tout est flexible. On peut avoir des layouts qui sont flexibles dans tous les sens, et notamment quand on a du texte qu'on ne maîtrise pas, puisqu'il va être issu de plugins, il va être multilangue, il va falloir que ça s'adapte. On va pouvoir également l'utiliser pour faire tout ce qui va être interface graphique, vos vies, votre mana, votre petit compas, c'est hyper top. Et des choses qu'on ne pense pas également, ça va être les textures dans le jeu, des affiches, des panneaux publicitaires. On va pouvoir les traduire et les intégrer à la volée. Mais le plus gros intérêt surtout, c'est le modding. C'est ouvrir la possibilité aux personnes tiers de venir rajouter des add-ons. Et c'est beaucoup plus facile pour les gens de faire des technos qu'ils connaissent, comme du web. Par contre, attention, un moteur web intégré, ce n'est pas la même approche que développer une web app. Pourquoi ? Quand vous avez votre page, vous allez avoir plusieurs pages d'ouvertes en même temps. Je m'explique. Votre HUD qui va être ouvert, il va être ouvert longtemps, tout en haut de la page. Et quand vous êtes en train de traverser une plaine aride sur votre canasson, ça peut durer très 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 longtemps, et plus longtemps que quand vous mettez à jour votre compte bancaire. Mais de temps en temps, vous allez également ouvrir une pop-up pour voir votre menu de quête. Ça, c'est une page complète que vous allez ouvrir et que vous allez fermer. Et le contexte des panneaux, ça va même se faire au build. Quand vous ouvrez votre page, vous allez avoir une toute petite phase de build qui va aller générer la texture, l'enregistrer et la conserver pour plus tard. Ce qui est très important, c'est qu'on ne fonctionne pas pareil qu'un serveur avec un client. Notre serveur, c'est un moteur de jeu vidéo. Ça veut dire qu'on va discuter entre du web et du C++. Comme une web app, la mémoire n'est pas partagée entre nos pages. On en ouvre plusieurs en même temps, mais elle n'est pas partagée. Et la communication n'est pas gratuite, puisque pour envoyer des données du C++ au JS, on va devoir fournir des fonctions JavaScript natives, mais pour remonter du JS au C++, on va utiliser ces fonctions, et du C++ au JS, on va devoir créer des événements. À travers tout ça, vous considérez tout ce qui est sérialisation, désérialisation. Et tout ça en autorisant le modding. Et tout ça avec des contraintes outils. Legacy, pourquoi? Dans nos derniers projets, c'était WebKit circa 2017. Ça veut dire qu'on cible exactement la compatibilité. On sait qu'on n'aura que lui à gérer. Par contre, on n'aura que lui comme disponibilité. Ça veut dire ECMAScript 2017, c'est pas plus. Si vous voulez une gestion de version manuelle, enfin, si vous voulez une petite particularité, une option bien spécifique, vous devez gérer manuellement la montée de version et le fine-tuning de la même chose. Par exemple, vous avez besoin de faire évoluer pour des patchs de sécurité, et il va falloir le faire manuellement. Ce que j'aime beaucoup avec WebKit 2017, c'est qu'il a une super feature, il a un debugger buggé. Ça, c'est incroyablement génial et pratique quand on avance. Petite contrainte de perf, il faut que ça tourne sur Xbox Series S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 Go max, pour votre code qui tourne, pour les assets, pour le jeu. Pas plus. Si c'est plus, ça crache. Le JIT, il n'est pas dispo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre VM
veut pouvoir faire de l'optime de votre code pour le passer en mode binaire, c'est pas possible. Vous n'aurez pas le droit. Donc V8 impossible, c'est JavaScript Core d'office. Et 30 FPS, c'est le seuil de performance Pokémon. Hein. En dessous, ça craint. Au-dessus, c'est mieux. Sinon, les joueurs nous tapent dessus. Ça veut dire 32 millisecondes max par frame pour tout. Il n'y a pas que vous qui devez tourner sur le jeu. Il y a lui, le moteur, l'espace graphique, le moteur physique. Et on n'a qu'un seul thread pour le JS pour toutes nos pages partagées. Maintenant qu'on a tout ça, par quel bout qu'on commence? Je vous laisse lire un petit peu. Ça décrit bien le contexte dans lequel on vient de travailler. Ça, le nombre de lignes de code, c'était la moitié du nombre de lignes de code du dernier projet sur lequel on a bossé. Enfin, sur la partie UI, hein. Enfin, sur la partie UI, c'est la moitié du nombre de lignes. Les gros gains, c'est les plus simples. On sait, on les voit, on tape dedans, on les fixe rapidement. Par contre, après, tout est coûteux. Il va falloir taper partout pour gagner des microsecondes qui vont devenir des millisecondes. Et donc, quand on parle de perf, très souvent, les gens ils vont se diriger vers ce qu'on appelle les micro-benchmarks. Moi, j'aime pas les micro-benchmarks. Mon métier, pourtant, c'est de faire de la perf. Parce qu'en fait, les micro-benchmarks sont très, très souvent trompeurs. Ils sont trompeurs pour la personne qui les écrit et encore plus souvent pour la personne qui va aller les lire. Parce qu'un micro-bench, en gros, qu'est-ce qui se passe? Vous lancez votre code dans une boucle plein de fois, okay, le même code. Ce qui va se passer, c'est que la mémoire que vous allez utiliser à l'intérieur de votre microbench, elle va être réutilisée. Et donc ça veut dire qu'elle est proche de votre CPU, parce qu'elle sera dans le cache. Donc déjà, c'est à chaud, sauf que vous, en prod, dans le contexte d'utilisation de votre fonction, ça ne sera pas forcément le cas. Le JIT, il peut décider ou pas d'optimiser votre code dans le micro-benchmark. Encore une fois, mise en contexte dans votre code, ça ne sera pas la même chose. Enfin, un truc que beaucoup oublient, c'est que quand on travaille avec du JavaScript, on a un garbage collector, parce qu'il faut récupérer la mémoire. Et il y a certaines techniques qui vont être certes beaucoup plus rapides à exécuter, mais par contre, elles vont être beaucoup plus lentes après pour l'exécution du garbage collector. Et ça nous pose problème quand on est dans un environnement aussi contraint que le jeu vidéo. Il y a aussi des histoires de stabilisation de la machine, parce que votre CPU ne tourne pas toujours à la même fréquence. Bref, tout ça pour dire que moi, j'utilise un autre outil. Cet outil, c'est un profiler. Okay, ça sert à mesurer et à observer les performances de votre programme. Le souci, c'est que, comme le debugger, sur WebKit, le profiler, c'est pas ça. Pourquoi? Le profiler de WebKit, en fait, c'est ce qu'on appelle un sampling profiler. Donc, il vient observer à intervalles réguliers, en l'occurrence, normalement par défaut à 1 milliseconde, la call stack de votre programme. Et il va partir du principe que soit vos fonctions sont bien plus longues, et donc du coup, il va avoir à peu près la bonne mesure, soit en fait, vous allez exécuter suffisamment de fois votre programme pour avoir statistiquement la bonne durée de vos fonctions. Sauf que, comme je disais, déjà, c'est censé être par défaut 1 milliseconde. En pratique, ça a été implémenté n'importe comment, donc on est plutôt à 2-3 millisecondes. Et donc, quand on est à 60 FPS, ça veut dire qu'on a moins de 10 samples par frame. Donc en fait, on n'en fait absolument rien. En plus, dès que vous utilisez des promises, les call stacks sont plus ou moins tronqués. Vous n'avez pas le contexte, parce que vous savez où vous avez passé du temps, mais vous ne savez pas sur quelles données. Et le tout, quand ça ne crache pas. Donc, à quoi ça ressemblait? Ça ressemblait à ça, finalement. Donc normalement, on a une timeline, et on pourrait se dire, ça serait bien de voir où on a passé du temps dans cette timeline. En pratique, il n'y a rien qui est affiché dedans. Et en plus, ça venait vous dire que une call stack égale 1 milliseconde, ce qui est bien entendu totalement faux, surtout avec les contraintes qu'on a en termes de timing. Donc à la place, ce qu'on a fait, c'est qu'on a branché, ce que je préfère un peu, moi, c'est un profiler basé sur l'instrumentation. Alors en général, je vais utiliser comme profiler Pix ou Tracy, qui non seulement en fait vont se baser sur l'instrumentation, mais vont aussi permettre de faire du sampling et plein d'autres choses. Il faut juste savoir que ces outils-là, moi je conseille simplement d'utiliser celui que vous avez sous la main. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas compliqué à intégrer. Ce qu'on a fait derrière, c'est qu'on a ajouté le support côté JS, parce qu'à la base, c'est des outils qui sont faits pour le C++, mais comme WebKit derrière, c'est du C++, on a branché deux appels de fonctions, beginProfile qui prend en paramètre en fait, le nom de ce que vous êtes en train d'exécuter, et endProfile qui dit ça y est, j'ai fini. Ça, vous pouvez les imbriquer les uns dans les autres, et ça va vous donner un résultat que je montrerai juste après.
On a aussi instrumenté d'autres choses, à savoir que dès qu'il y a un appel natif qui est fait par le JS, on vient récupérer la call stack JS pour savoir où sont les transitions, donc c'est assez pratique. Et on a aussi d'autres événements qui, eux, sont déjà normalement plus ou moins dans l'inspecteur de WebKit, à savoir l'invalidation de style, de layout, tout ce qui va être request animation frame, la compilation de JIT, parce qu'on l'a quand même sur PC, mais ça a un certain coût, le garbage collector, etc. Et au final, vu que WebKit lui-même est en C++, bah, ça nous a permis de l'instrumenter et de mieux comprendre son fonctionnement, et donc les problématiques de perf qui vont avec. Ça, c'est une capture dans Pix. Donc, vous avez en fait 2 captures ici. En haut, c'est en gros des frames qui se passent relativement bien, on va dire. Vous voyez que c'est assez régulier. En fait, on a, là, c'est dans un menu tout simple, il se passe quasiment rien. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas très lisible ton truc. Oui, sauf qu'en fait, on peut venir zoomer, cliquer, faire des stats, bref, plein de choses. Et en bas, bah, vous avez la même chose, mais sur le chargement d'une page. Okay, et comme vous voyez, bah, en fait, il y a une sorte de hiérarchie. Et surtout, les noms qu'il y a là, c'est vous qui les avez choisis. Donc déjà, ça permet d'enlever tout le bruit, parce que vous mettez que ce que vous avez envie. Le seul inconvénient, c'est que bah, du coup, il faut aller instrumenter, modifier votre code. Mais bon, normalement, ça, vous avez accès. Et on a une précision autour de la nanoseconde. Okay, on est très loin des 2-3 millisecondes de ce que nous fournit de base WebKit. Ok, j'aimerais voir avec vous sur un cas pratique. Avant de commencer sur la finesse du micro-détail, quelques patterns qu'on peut appliquer dans le monde du front, qui peut aussi vous appliquer dans le web app, que nous, on a utilisé, qui permettent d'optimiser une grosse page. Mon cas, c'est une marketplace. Une marketplace, pourquoi ? C'est un endroit stratégique parce que ça va permettre de proposer des éléments supplémentaires que vos joueurs vont pouvoir acheter. Sauf que les défis, c'est que vous avez un affichage dynamique. Le contenu va être hydraté par API, ça veut dire que tous les jours, le contenu va changer et on ne le maîtrise pas au moment du build. On peut avoir beaucoup de choses à présenter avec des composants variés. Vous faites une promo incroyable, ça ne va pas être le même composant que celui d'à côté, ou vous faites un pack. Le tout avec des petites icônes animées, parce qu'on reste un jeu vidéo, donc le petit cœur qui bouge, c'est important. Et enfin, on a des tonnes d'images. Premier cas concret, le problème sur ma marketplace, c'est que ça rame dans le scroll. On se rend compte qu'au premier mouvement de doigt, j'ai une tonne d'événements qui pop, et j'en ai même plusieurs dizaines par frame. Et à chaque fois que je vais écouter cet événement, je vais venir déplacer mes tuiles. Le souci, c'est que est-ce que j'ai vraiment besoin de venir déplacer mes tuiles plusieurs fois par frame? Est-ce que je ne peux pas le faire qu'une seule fois? Je m'appuie sur quelques opérateurs pour ça, la notion de throttle. L'idée, c'est de se dire, je vais venir capturer la première fois le premier événement, et tous les n frames, je viendrai récupérer l'événement. Donc je vais accumuler les éléments entre 2 frames, et je pourrais dire, OK, je vais donc passer de un déplacement à chaque événement, à un déplacement, une fois tous les n frames. En autre type, par exemple, d'opérateur, vous avez le debounce, par exemple. Vous avez la barre de recherche et vous tapez comme un frappé, et à chaque fois que vous rajoutez une lettre, hop, ça vient appeler le serveur C++ qui appelle l'API. Et à chaque fois, vous rafraîchissez toute la page. Et là, patatras. Le debounce, ça sert à ça attend que vous ayez terminé d'appuyer sur la dernière lettre, et vous attendez un certain temps, depuis la dernière action, pour ensuite faire la requête et afficher votre contenu. Grâce à ça, on a pu réduire drastiquement le nombre d'événements entendus et qui exécutaient du code sur la page. Alors, ce n'est pas les seuls opérateurs, vous pouvez les hybrider, vous pouvez les faire évoluer, et ça permet de réduire le nombre d'événements. Une fois qu'on a réduit le nombre d'événements, on se rend compte que malgré tout, quand je le déplace, j'ai tout qui se redessine. Qu'est-ce que je vois sur ce flemme graph? Vous avez en pas bien des gros blocs, en gros j'ai des composants qui vont venir chercher dans le layout une information. Typiquement, je vais déplacer ma ligne et je vais dire « OK, je vais récupérer la coordonnée de ma boîte englobante ». Donc je viens lire dedans, puis ensuite je me mets à jour. Le premier il est gratuit, mais le deuxième, vu qu'un premier élément a déjà mis à jour sa position, ça a invalidé le layout. Donc le layout, quand je vais venir récupérer ma boîte englobante, ça va recalculer l'intégralité du layout. Donc pour me repositionner, je vais recalculer tout ce qu'il y a autour de moi. Et si je le fais une troisième fois, c'est pareil. Ce qui est mieux, c'est qu'en fait, on va venir différencier la lecture de l'écriture pour éviter ça. Donc en gros, au tout début de ma frame, je vais récupérer toutes les données dont je vais avoir besoin pour modifier mes éléments, je déplace, et à la fin, je vais venir mettre à jour mon contenu. Différencier la lecture de l'écriture. Si vous faites des composants vanille en JS, vous allez avoir besoin de faire ça, mais aujourd'hui, les frameworks modernes le font très bien.
Mais qu'est-ce qui va induire également le recalcul du style et du layout? Quand vous ajoutez ou supprimez des classes, quand vous avez des éléments dynamiques avec du loading qui va se déférer, une image qui se charge par exemple, quand vous allez lire une propriété dépendante du layout, ou quand vous allez modifier du style ou du style hérité. Typiquement, vous venez modifier une font size, ça va recalculer toute votre page. Vous l'avez peut-être déjà vu, vous affichez votre page, hop, votre font se met à charger, il y a tout qui se recalcule. Comment je peux faire pour éviter ça? Vous pouvez grouper les lectures-écritures, c'est ce qu'on vient de voir. Dans les animations, on évite de venir modifier le déplacement des élèves, de modifier la position par le top ou par le set. On utilise pour ça plutôt les transforms. Au maximum, réserver les dimensions. On sait quelle taille mon bloc va faire, on le garde. Attention au request animation frame, ça sert à quoi? Le request animation frame, c'est une fonction qui dit « ce bout de code-là, tu vas le faire plus tard ». Mais en fait, si vous dites que ce truc-là va être fait plus tard et que tout le monde dit la même chose, eh bien vous allez juste déporter les problèmes d'invalidation de layout au même endroit. Enfin, comme d'hab, plus on a de DOM, plus on a de CSS, plus ça coûte. Et attention aux custom properties. Les custom properties, c'est des variables CSS qui font que quand vous venez la modifier, elle va être propagée sur tous ses enfants, principe d'héritage. Mais si elle est utilisée dans des positionnements relatifs, ça vient invalider le layout et celui de tous ses enfants. Et quand vous passez des infos dans vos éléments, je vous invite à favoriser les attributs data. Les attributs data n'invalident pas le layout. C'est pour ça qu'elles ont été inventées. C'est là où c'est cool. Deuxième étape. On se rend compte qu'on a réussi à réduire ces éléments de recalcul, mais j'ai encore énormément de lignes dans ma page. Un pattern que j'aime bien, c'est le virtual list. Virtual list, c'est quoi? C'est une fenêtre sur une grande liste, et plutôt que d'afficher tous les éléments, je ne vais en afficher que quelques-uns. Et ce quelques-uns, c'est des tuiles. Je vais afficher ceux que je veux voir, plus des éléments un peu en haut, un peu en bas, pour anticiper les mouvements de scroll. Et ensuite, quand l'élément va se déplacer, les éléments qui ne sont plus utilisés, hop, je vais les réutiliser et les mettre en dessous. Comme ça, j'ai beaucoup moins d'éléments à rajouter. On réduit ainsi le nombre de tuiles. C'est assez facile à utiliser si on a des tuiles de taille fixe, mais dès que vous avez du contenu dynamique, avec des tailles qui peuvent changer selon le contenu, je vous promets que vous allez vous arracher les cheveux. Mais je ne vais pas spoiler. J'ai déplacé mes tuiles, mais j'ai encore un problème. À chaque fois que je viens ajouter des nœuds et les retirer, j'ai l'invalidation, encore et toujours. Et à chaque fois que je vais ajouter plusieurs éléments, je vais avoir plusieurs éléments, j'ai des événements d'insertion qui vont remonter. Typiquement, si vous avez un mutation observer de branché sur votre script, vous allez avoir, à chaque nœud que vous allez ajouter, un événement va être déclenché, puis il va remonter. On appelle ça le bubbling, pour dire « Ah, quelque chose a été inséré, je remonte. » Et ça, quand vous insérez un nœud, ça va. Et quand vous en avez plusieurs milliers, ça peut aller très vite. Comment on peut faire? On peut créer un nœud en dehors du DOM. On vient l'hydrater au maximum. Donc je prends ma ligne, j'ajoute tous les éléments, je rajoute toutes les infos, et une fois que j'ai fini, je l'insère directement dedans. Pour ça, on s'appuie sur ce qu'on appelle les fragments. C'est assez simple. Vous créez votre nœud en dehors du DOM et vous l'injectez avec un bon gros batch. Là, vous avez le seul impact sur le layout et le style, vous l'aurez au moment de l'injection. Et petit point, attention au SVG. Une fois que j'ai réduit mes tuiles, que j'ai réduit l'insertion, je me rends compte que j'ai encore énormément de nœuds dans mon DOM. Vous voyez, pour faire ce petit cœur, par exemple, ça, c'est tout le contenu que je peux avoir. Et quand il est inliné, tous les nœuds qui sont contenus dans le DOM, et donc dans le reflow et le repaint. Et en plus, dedans, j'ai du contenu qui ne sert à rien, parce que mon artiste, en fait, elle n'a pas fait attention, et on a des groupes qui traînent, des gradients qui sont invisibles, et tout ça, c'est non utilisé. Qui plus est, l'animation dépasse pour faire le cœur qui bouge, ça c'est hyper coûteux, et ça peut invalider le layout, et donc recalcul et patatras. Et on a même découvert des petits SVG où dedans, le spinner était en fait une image en base 64 qui traînait, et ça, elle était dupliquée autant de fois que j'avais de tuiles sur la page, et il y en avait beaucoup. Bonne nouvelle, ça se nettoie au build. Il y a plein de petits tools qui existent, hop, vous intégrez ça et vous retirez tout ce qui n'est pas nécessaire. Si vous n'avez pas forcément besoin de tout, une fonte, ça fait bien le café. Et enfin, si vraiment vous voulez du SVG, use, si vous n'avez pas besoin de les liner, c'est hyper pratique. Vous ne pourrez pas forcément l'animer, mais ça marche bien. Async await. Alors ça, c'est un peu un pet peeve of mine, comme il dirait. Mais avant de rentrer dans le détail, on va faire une petite expérience. Okay, on va créer deux pages. Une page qui vient juste déclarer 10 000 fonctions, vides, on ne les appelle pas, on fait juste les déclarer.
Et on fait la même chose avec 10 000 fonctions qui, cette fois, sont marquées async. Il se trouve que dans notre version de WebKit, ça coûte 4 fois plus cher. Ça, c'est le genre de truc qu'on ne se pose pas trop la question en général en web, parce que au pire, le script, il est chargé qu'une seule fois. Sauf que nous, quand on a 16 millisecondes pour faire le chargement de la page puis son exécution, ça peut avoir de l'impact. Mais bon, ça, c'est un peu une anecdote. Cédric va vous expliquer ce qui, vraiment, moi, m'énerve, en tout cas, sur les async await. Moi aussi, ça m'énerve. En fait, vous voyez, dans un monde idéal, j'ai une belle hiérarchie quand je crée mes composants et je sais exactement ce qui va se passer. Par contre, quand je fais de l'asynchrone, je crée mon composant, et puis la partie asynchrone, elle va être portée dans une queue, ce qu'on appelle queue microtask. En gros, c'est à la fin de votre cycle de boucle, et on va dire, OK, là maintenant qu'on a fini tout le traitement synchrone, on va dépiler tout ce qu'on a mis d'asynchrone. Et s'il y a des éléments asynchrones qui sont mis dedans, ils vont venir se rempiler. Le problème, c'est qu'on n'a pas la call stack. Donc en fait, c'est extrêmement difficile à tracer. Je ne sais pas dans quel ordre ça a été appelé et qui appelle quoi. C'est difficile à tracer, difficile à mesurer, sans compter l'overhead. Et attention au refacto. Pourquoi? On a parlé de layout trashing tout à l'heure. En fait, ça va induire une dépendance dans l'ordre d'exécution. Donc si vous passez une fonction asynchrone au synchrone, les blocs sont réinversés et vous pouvez avoir des problèmes de layout trashing. C'est des choses qu'on a rencontrées. Comme on disait, on a une grosse code base. On a hérité de cette grosse code base. Et dedans, y a des gens à un certain moment qui se sont dit « Tiens, finalement, j'ai un truc qui est asynchrone, il faut que j'attende, je ne sais pas, un fichier qui vient de quelque part. » Donc ils se sont mis à rajouter des async await un peu partout, parce que ils l'ont mis là où il y en avait besoin, puis en fait, ils se sont rendus compte qu'il y a une fonction qui l'appelle, puis une autre fonction qui l'appelle, puis une autre fonction qui l'appelle, etc. Et donc ils ont mis des async await partout, sauf qu'en fait, ce qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'à la fin, la fonction vraiment qui nous intéresse, en fait, c'est une callback du navigateur. Là, en l'occurrence, connected callback, c'est ce qui est appelé quand on vient insérer un custom element dans le DOM. Mais vous avez la même chose avec un onClick ou attribute changed, etc. Donc, en temps normal, si on avait du await partout, on aurait A, puis B, puis C, puis D. En pratique, on va se retrouver avec A, B, D, C. Bon, c'est pas idéal, vous pensez peut-être que c'est pas très dramatique, sauf qu'en fait, du coup, quand vous avez besoin de gérer le cycle de vie de votre application, ça devient vite très compliqué. Vous pouvez vous retrouver avec des éléments qui ont déjà été supprimés du DOM, mais sur lesquels vous allez encore faire de l'initialisation. C'est pas top. Alors nous, on s'est dit, on va commencer par enlever async sur les fonctions qu'on n'a pas besoin, parce que du coup, ils avaient mis ça un peu partout, on l'a enlevé, mais on a encore certains await. Et en pratique, même combat. On est toujours dans le désordre, parce que await, quoi qu'il arrive, lui, il vient faire un point de suspension. Donc du coup, je me retrouve encore avec ABDC. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est ABCD. Au moins, je peux réfléchir là-dessus. Donc, on a commencé à enlever un petit peu les points de suspension là où on pouvait. Un exemple de ce qu'on a pu observer, c'est que quelqu'un avait fait un service, puis il y a un moment, il a eu besoin de faire quelque chose d'asynchrone dans l'initialisation. Il s'est dit, super, je mets une promise et puis je viendrai la résoudre à la fin de l'initialisation. Si les gens ils en ont besoin, ils se mettront en continuation de notre promise. Bon. En pratique, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde est venu mettre un await loaded promise là, avant de faire du travail qui utilise le service. Ça, moi, j'aime pas trop. Mais vu qu'il y en avait vraiment partout et que sinon, il faut tout refactorer, on a fait le petit trick qui est de dire, en fait, si jamais c'est déjà loadé, et uniquement, si c'est déjà loadé, à ce moment-là, en fait, je fais rien. Par contre, si c'est pas loadé, là, je vais await. Et donc là, j'ai enlevé un point de suspension, et donc je relinéarise en fait l'exécution de mon code. Sauf que bon, ça c'est un peu du patch, moi j'aime pas trop non plus, c'est pas très joli, puis du coup on a un comportement différent entre le moment, en fonction du moment où c'est exécuté. Donc pour pallier à ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par rendre le constructeur du service private. Comme ça, personne ne peut le construire, à part cette petite fonction, load service. Elle aussi, elle est async, elle va renvoyer une promise, mais l'avantage de faire ça, c'est que la seule façon, du coup, d'obtenir vraiment une référence à mon service, c'est d'avoir déjà await. Ou alors, sinon, j'ai une promise.
Et en fait, ce genre de services, en général, ils sont initialisés une fois, soit au chargement de la page, soit au chargement de votre module. Okay, donc au final, vous vous retrouvez juste avec un code comme ça, qui vient appeler toutes les fonctions, et après, toutes vos fonctions, elles ont la référence. Au final, c'est juste de l'injection de dépendance, hein, on est d'accord? Mais avec ça, je me retrouve avec un seul await au lieu d'en avoir partout. Donc j'ai linéarisé encore une fois et j'ai gagné un petit peu. Comme on disait, on fait avec ce qu'on a. Okay, et là, on avait une code base où la classe de base venait appeler du coup des méthodes, overridées par les classes dérivées. Et à un moment, ils se sont dit, tiens, cette classe dérivée, là, elle a besoin d'un truc asynchrone. Encore une fois, du coup, pour une ou deux classes qui faisaient ça, on s'est retrouvé avec du async et du await partout. Mais genre, on en avait peut-être... Alors, c'est des composants hein, à la fin, et il y en avait beaucoup. Et donc, on se retrouvait avec une dizaine de composants qui avaient besoin de faire de l'async, qui pénalisaient peut-être les 1000 autres. Sachant que dans les 1000 autres, il y en a qui sont réutilisés partout. Genre, c'est des tout petits composants, des petits helpers, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu faire une petite fonction isAsync qui prend en paramètre la méthode, ça nous dit si c'est async ou pas, et à ce moment-là, on ne wait que si c'est nécessaire. C'est encore du patch, mais ça permet quand même de faire une migration progressive, et surtout, finalement, les 10 là, qui devaient attendre des choses, on les voit quasiment jamais. Et donc, petit à petit, on peut les enlever. Maintenant, c'est le moment où ça va parler un petit peu C++ dans du JS. Les sorties sont sur les côtés. Vous êtes prêts? On y va. Mettre à jour un texte. Ça paraît simple, hein, dit comme ça. Nous, on a besoin de le faire beaucoup, parce qu'on a beaucoup de petits trucs à afficher, par exemple la vitesse, ce genre de choses. En JS, il y a quand même plein de façons de le faire. Des fois, on voit ça, genre mon élément inner.html et puis égal le texte. Bon, forcément, vous vous doutez que si ça parle de HTML, ça veut dire que ça va aller parser le truc, donc ça, on va éviter. Puis il y a inner.text. Ouais, ça paraît innocent, hein, mais en fait, ça fait plus de travail que, par exemple, un text content. Mais text content, c'est toujours pas idéal. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans votre DOM, quand vous avez du texte, c'est pas votre élément qui porte le texte. Ça crée un nœud enfant de type texte, dont la valeur est votre texte. Donc quand vous venez setter le text content, là, en fait, vous venez créer un nouveau nœud texte et remplacer l'ancien. Et ça, potentiellement, ça peut coûter. Je vais vous montrer un peu plus tard pourquoi. Donc la bonne solution, finalement, c'est quoi? En fait, vous créez une fois le nœud texte une bonne fois pour toutes, vous gardez une référence, okay, et à chaque fois que vous allez devoir modifier, globalement à toutes les frames, ce texte, en fait, vous venez juste modifier la valeur vraiment du texte. Pour vous montrer que je ne mens pas, cet inner text, sorti de WebKit, donc c'est là où on commence à rentrer dans du C++, pas besoin de lire, hein, je vous encadre juste le truc, replace all children partout, à la fin pareil. Ce replace all children, qu'est-ce qu'il fait? Il a un child mutation scope, okay. Dedans, il vient regarder, est-ce que j'ai un mutation observer qui observe des trucs du type child list? Il en suffit d'un. Hein. Potentiellement, c'est au fin fond d'une librairie tierce que ça vous l'a rajouté. Si vous en avez un, en fait, on vient créer du coup de quoi faire le bookkeeping et d'enregistrer toutes ces mutations. Et derrière ça crée notamment une hmap dans laquelle on vient enregistrer des choses. Bref, ça fait des allocs. Moi, les allocs, j'aime pas trop. C'est lent en général. Enfin, c'est très rapide, mais à la fin, quand vous en faites 10 000, c'est quand même lent. Et donc, non seulement vous avez ça sur le mutation observer, mais en plus, derrière, on a une autre fonction juste après qui dit moi, je vais bientôt enlever les enfants. Et dedans, vous avez encore un dispatch child removal events. Okay, donc là, c'est plus le mutation observer, mais c'est vraiment les événements DOM un peu, on va dire, legacy. Et c'est pareil, il suffit qu'il y ait une personne qui soit inscrite dessus. Là, ça envoie des events, et ces events, en plus, ils bubble. Donc, bon, c'est vraiment pas top pour les perfs. Un autre truc que je vois très souvent et qui m'énerve, arrêtez de mettre des strings en valeur d'enum. Payera le forum. Ouais, très fort. Non, sérieusement, en fait, les 3/4 du temps, vous n'en avez pas besoin. Si c'est pour désérialiser, vous faites une conversion une fois et affaire réglée. Mais sinon, number, c'est vachement plus rapide. Juste pour vous donner une petite idée, hein, JS value, c'est vraiment
on va dire, la primitive du JavaScript. Okay, grosso modo, c'est 64 bits. 64 bits, en fait, ils peuvent être soit définis à nul, undefined, number, ou alors c'est un pointeur en fait, vers une cell qui peut contenir tout le reste, tous les autres types de valeurs. Okay, sauf que cette cell, en réalité, c'est aussi un pointeur. Alors il est discriminé, mais derrière, c'est aussi un pointeur et qui dit cette fois, bah, je peux être une string ou je peux être un objet. Donc en gros, si je dois aller comparer une string, bah, ce n'est pas juste je compare 64 bits qui sont au même endroit, je viens aller taper dans la mémoire de la cell qui, elle, potentiellement me renvoie autre part, et là je pointe sur la string, mais sur l'objet string. Potentiellement, c'est encore une autre allocation derrière. On a suivi 4 pointeurs juste pour une comparaison. Et on n'a pas encore fait la comparaison. Bref, number, c'est vachement plus rapide. À comparer, et aussi sur les switches. Et accessoirement, en général, c'est plus rapide à parser. Pour vous prouver que je ne mens pas, en haut, on a le switch d'une valeur string. Alors en réalité, ça, c'est le truc interne, parce qu'un switch, c'est quoi? C'est en fonction de la valeur que j'ai dans le switch, je veux sauter à un endroit du code. Bah, un switch sur une string, derrière, c'est une hashmap. Okay, donc on doit aller chercher dans la hashmap la valeur associée à la string pour dire, bah, en fait, je dois jumper là. Vous faites ça avec un number, c'est juste un pauvre tableau en général. Donc c'est immédiat, vous indexez le tableau, c'est fini. Je vous montre aussi une petite différence entre les enums et constenum en TypeScript. En haut, c'est l'enum classique, en bas, c'est le constenum. Déjà, vous pouvez voir qu'il y a tout un boilerplate qui est mis en place quand vous n'êtes pas en constenum, parce qu'en fait, finalement, votre enum, c'est un objet. Okay, donc ça prend du temps à parser, encore une fois, hein, même si vous ne l'utilisez pas, c'est du code mort, bah, c'est pas grave, vous l'avez quand même, ce qui veut dire aussi que le garbage collector doit passer par là, etc. etc. Et en plus, bah, pour le switch, c'est un peu moins sympa pour le parseur et le JIT, parce qu'eux aussi doivent faire du travail tant qu'ils n'ont pas fini d'optimiser. Okay, vous mettez constenum, ça remplace toutes les utilisations de votre enum par les valeurs. Alors, ça peut poser des problèmes quand vous avez des frontières entre vos API, mais sinon, ça, c'est le top. Okay. Les hashtags, c'est mal. Je ne parle pas que des réseaux sociaux, même si ça aussi, ça m'énerve. Mais cette chose-là, les champs privés, qui a été introduit il n'y a pas si longtemps, hein, c'est 2 fois plus lent et 7 fois plus, sur Chromium et 7 fois plus lent sur Firefox. Je parle aujourd'hui des dernières versions des navigateurs. Accessoirement, ça vous empêche de faire des proxys, donc vous pouvez dire adieu à Vue.js. Mais ça, c'est assez récent comme feature, non? Donc en général, vous allez avoir un mode de compat, non? Est-ce qu'il n'y avait pas WebKit dedans? Ouais, il n'y avait pas WebKit dans la liste. Donc en fait, vous êtes en mode compatibilité en dessous, enfin inférieur à AS 2022. Okay, donc TypeScript ou Babel, derrière, il va vous générer ça. Alors en haut, c'est le getter, juste en dessous, c'est le setter. Et en plus, derrière, ça vous génère une weak map par classe. Okay, sur Chromium, la dernière version avec JIT, tout ça, V8, là, 50 fois plus lent. Firefox, 100 fois plus lent. WebKit, même combat, notre WebKit. Donc non seulement c'est vachement plus lent, mais en plus, comme c'est des weak maps, ça coûte hyper cher côté garbage collector. Et je vous mens pas. Hein. Et pour une classe que potentiellement vous n'allez pas utiliser, parce qu'en fait c'est au fin fond d'un cas bien particulier qui arrive une session sur 50 000. Ça vous parle d'une weak map? C'est une collection avec une référence web sur un objet, et en fait, si l'objet, le lifetime de l'objet ne sera pas tenu par cette map. Ouais, désolé pour ceux qui ne connaissent pas. Mais, bref, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a banni, ok, direct. J'ai pas cherché à comprendre, règle slint, ça a pris quoi, 3 minutes à écrire? Ouais, okay. Ça a râlé dans l'équipe. Ouais. Mais franchement, surtout si vous faites du TypeScript, mettez private. Si vous faites du JavaScript pur, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup, vous mettez underscore, tous les IDE le reconnaissent. Okay, vous ne payez pas d'overhead dessus. Donc bon, voilà, on l'a banni. Bref. Un autre truc un peu similaire que j'aime pas trop, c'est les arrow functions qui servent à rien. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous la mettez dans une classe et que vous venez l'instancier, par défaut, ça capture this.
Quand je dis par défaut, c'est tout le temps, en fait. Donc ça veut dire que quand vous venez instancier un objet de cette classe-là, vous allez instancier autant de fonctions que vous avez d'ArrowFunction. Alors que normalement, une méthode, elle est instanciée une fois, c'est la même pour toutes vos classes. Donc des allocs, de la mémoire en plus, des trucs à exécuter en plus, moi j'aime pas trop. Malgré tout, je mets un peu de l'eau dans mon vin. Si jamais vous avez besoin de this parce que y a une callback, là, ok. Si vous en avez besoin vraiment un peu tout le temps, vous êtes sûr que pour toutes vos instances, vous allez avoir besoin de ça, c'est ok. Par contre, il y a un cas aussi où, finalement, vous êtes dans un code pass qui n'est pas très utilisé. À ce moment-là, pourquoi pas juste binder à la demande, okay. Finalement, on vous dit, au moment où je vais en avoir besoin en tant que callback, cette fois, je fais le bind de this, et comme ça, je le paye le coût que quand j'en ai besoin. Juste pour vous montrer, tout à l'heure, on parlait de sync versus async, juste les déclarations, les ArrowFunction, on est quasiment à un facteur 10 sur le temps de parsing. Okay. C'est énorme. C'est que le parsing, on n'a pas encore commencé à exécuter. Hein. Ouais, on ne les a pas exécutés, hein, on n'a encore rien fait. Attention aux objects en tant que mapset. Clément, il voulait vraiment que je la fasse celle-ci parce que moi je le faisais avant. Mapset, ça existe pour une bonne raison. Hein. Ils sont optimisés, moins généralistes que les objects. Ils peuvent être beaucoup plus rapides, mais attention, ça dépend. Comme d'hab, hein. Ça va dépendre du type, de la valeur des clés, de la fréquence de l'ordre d'insertion, de suppression et du type de la VM. En fait, ce qui est intéressant avec les mapsets, c'est que, comme d'habitude, les microbenches sont trompeurs avec le cache. On n'a pas des informations qui sont de la même valeur que quand on est en pratique. Donc le mieux à faire dans ces cas-là, c'est qu'on y va en pratique, on observe et on avise à l'usage. Et attention, parce que tous les microbench, ils vont vous dire, même sur notre version de WebKit, disaient « Ah, c'est plus rapide de faire des objects ». Et ça, je ne le sors pas de nulle part. On l'a vu, on l'a observé, et si vous allez sur Stack Overflow, vous verrez qu'il y a un développeur de V8 qui vous dit exactement la même chose. Bon, ça par contre, c'est gratuit. Si vous avez deux maps avec les mêmes clés, je vous invite à utiliser un type aggregate. Pourquoi ? Parce que déjà, vous n'avez qu'une seule map. Quand vous faites une recherche, vous en faites une plutôt que deux. Le garbage collector, il est plus content. Et ensuite, la mémoire, elle est contente aussi. Parce qu'une hash table, ça alloue des buckets en puissance de 2. Ça y va. Et en parlant de la mémoire, un des exercices favoris d'un développeur qui fait de la perf, c'est la recherche de fuite. On est un peu plombier dans l'âme, et on va fouiller partout ce qui fuit. Surtout que nous, dans notre contexte, une page peut rester longtemps. Quand vous êtes toujours dans votre plaine aride avec votre canasson, vous pouvez rester des heures et des heures et des heures et des heures. Votre page elle reste longtemps, longtemps, longtemps. Et si ça fuit longtemps, 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 ça déborde. Comment on fait ? On est obligé de gérer manuellement son propre cycle de vie sur les ressources. Typiquement, vous ouvrez une page, vous affichez des composants, vous la refermez. Vous l'ouvrez, vous la refermez. Attention aux caches que vous pouvez avoir mis un peu partout sur la gestion de vos ressources. On a pu voir des méthodes où on va s'appuyer sur des services dédiés dont leur métier, c'est de gérer le cycle de vie. Mais il ne faut pas oublier de les appeler quand on en hérite. Donc là, c'est un automatisme comme tout à l'heure. Sur ces éléments-là, si vous voulez être sûr que vos développeurs l'utilisent, une petite règle ESLint pour leur taper sur les doigts. Du même acabit, le travail asynchrone, ça ne se nettoie pas tout seul. C'est à vous de ranger votre chambre. Quand vous faites un site timeout, on le nettoie. Le set interval, même combat. Et pareil pour les callbacks. On oublie, mais les event listeners qu'on va mettre un peu partout, il faut les retirer. Et ça peut vite coûter cher. Surtout que vous allez... Ces trucs-là, ça va faire du tracking, enfin comment dire, ça peut capturer du contexte et ça va faire des fuites incroyables. Oui, parce qu'on a eu des cas quand même, il faut le préciser. Juste une référence perdue nous tenait un arbre d'homme complet. Une page. Une page complète. Ouais, donc c'est un aller-retour entre une page... à chaque fois, on gardait la page en mémoire. Donc quand une page elle est costaud, à chaque fois, vous la gardiez. Et si vous étiez une brute qui voulait absolument voir cette page-là et vous faisiez des allers-retours, pouf, ça faisait cracher la console. 2-3 petits tips pour réduire l'empreinte mémoire. Si vous faites un peu de calcul en JS, n'oubliez pas les typed arrays. C'est des types natifs, c'est des buffers binaires. Plutôt que des numbers, utilisez des entiers type 8, c'est top. Si vous mettez en cache des fragments, vous vous dites, je fais ma bibliothèque et plutôt que de tout réinstancier à chaque fois, je vais en garder en mémoire et je vais aller taper dedans. Sachez, pour l'avoir essayé, que le HTML sous format string est plus léger. Oui, c'est simple, il n'y a pas toute la partie modélisation
représentation objet qu'il y a dans le DOM. Par contre, petite astuce, n'oubliez pas qu'on peut supprimer les whitespace entre les nœuds. Pourquoi? Vous savez, quand vous avez deux petits nœuds HTML, eh ben, le petit espace, il n'est pas forcément nécessaire. Ben, il coûte quand même 64 octets. Bon, c'est pénible quand on n'en a pas besoin. Quand vous faites du build, c'est aussi une manière de pouvoir gagner un peu. Il y a certaines minifications qui font un peu perdre de la perf. Nous, on a eu le cas, on utilisait Webpack, par exemple. Il y avait une option pour faire du lazy loading qui était mise en place, mais nous, on ne fait pas vraiment de lazy loading. Et en fait, le RAID, le boilerplate, pour pouvoir faire ce lazy loading, pouf, ça nous a éclaté une petite partie de la mémoire. Puis accessoirement, ils aiment bien mettre des raw functions partout en minification. Donc, comme on vous disait, nous, on n'aime pas trop. Oui, il est allé gronder aussi, les gens de là-bas. Le tree checking, c'est gratuit aussi. Le tree checking, c'est quoi? C'est la capacité à aller checker les dépendances que vous allez avoir sur du code à vous ou des dépendances tiers. Et le tree checking, ça vient dire tout ce dont je n'ai pas besoin, je le cut. Donc, le problème, c'est quand vous faites du chargement asynchrone, ça marche moins bien. Mais là, l'idée, c'est que du coup, vous allez pouvoir ne prendre que ce dont vous avez besoin dans votre build. Comme on vous disait, plus on a de code à parser, plus ça va être lent. Et enfin, la bonne cible JS. Nous, on l'a choisie, on la connaît, donc on peut cibler exactement ce dont on a besoin. Et pour une web app, faire attention parce que ça va vous créer du boilerplate. Ah, un petit détail aussi rigolo, bon ça c'était propre à WebKit. Quand vous avez des éléments du DOM qui se superposent, ils ont une mécanique qu'on appelle des layers. En gros, eh ben, vous avez votre div qui vient superposer une autre, et ben, cette div, elle va avoir sa propre texture, en gros. C'est pour éviter quand vous avez un compteur qui démarre, ben, quand il va bouger, il ne va pas rafficher toute la page, mais juste lui. Sauf que ça se fait de manière implicite. Tellement implicite que, si vous ne faites pas attention, chaque texture, ça va être injecté dans le GPU, et pouf, on fait péter la mémoire. Et quand je dis quelques-unes, on s'en est retrouvé avec plusieurs centaines sur certaines pages, c'était pas rigolo. Surtout quand vous avez une résolution qui est 4K, okay, il suffit que vous avez 3 éléments qui superposent avec l'élément de fond, vous créez plein de textures 4K. Une texture 4K, c'est très gros. Hein, okay. Donc voilà. Donc qui se superposent ou qui ont une opacité réduite. On a donc vu des tas de bricoles, des petits patterns, des astuces techniques, on est rentré un peu dans le gras, tout ça pour dire qu'il n'y a pas vraiment de formule magique. On a essayé de vous peindre un tableau avec plein de petites choses qu'on a pu découvrir sur ces dernières années. On n'a pas été exhaustif, mais en tout cas, le mantra qu'il faut en ressortir, c'est que tout ça, ça s'est fait à base de mesures et d'adaptation au contexte. Quand je dis au contexte, c'est parce que nous, on a un environnement contraint. Tout le monde n'a pas besoin d'aller gagner une demi-milliseconde sur un rafraîchissement de page. Nous, si. Mais surtout, ça s'adapte aux besoins. Parce qu'en fait, il y a un moment où vous vous dites « Ok, je fais de la perf, je peux en faire tout le temps. » Et il y a un moment, on va se dire « Ok, c'est bon, ça tient, ça ship, le jeu est lancé, let's go. » Merci à vous pour cette présentation, c'est un grand plaisir.